terre-mer, principalement donc, sous l'angle de la gestion des risques côtiers. On va encore laisser quelques petits instants avant de commencer formellement donc aux nouveaux participants d'arriver. Quelques petits rappels, donc vous êtes actuellement dans un format webinaire. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir le micro allumé ou de participer via le chat, mais vous avez un module de questions-réponses sur lequel vous pourrez donc au fur et à mesure des interventions déposer des questions et répondre aux questions des autres. Voilà. Et donc le programme, c'est une demi-heure de présentation sur l'atelier, enfin la première session de l'atelier qui a eu lieu le 18 novembre dernier, et donc une table ronde qui aura pour ambition un petit peu de consolider les différents messages. Je vois que le nombre de spectateurs évolue un peu moins, donc on va pouvoir lancer officiellement. Donc je vais me répéter. Bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'atelier 1 du Web Forum Littoral du Conservatoire du Littoral, qui s'intitule Rivage en mouvement, territoire d'adaptation. C'est un web forum qui se déroule du mois d'octobre du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de mai 2022, et qui aborde l'adaptation des territoires côtiers au changement climatique à travers plusieurs prismes. Cet atelier 1 s'intéresse aux solutions fondées sur la nature dans la perspective de la gestion des risques littoraux, sous l'angle de l'approche d'une ingénierie souple et adaptative de l'interface terre-mer. Il fait suite à une première session qui a eu lieu le 18 novembre dernier, pendant laquelle nous avons pu aborder différents éléments. D'abord, présenter ce que sont les solutions fondées sur la nature dans le cadre des risques littoraux, et puis derrière avoir des temps d'atelier et dont nous allons vous partager aujourd'hui les résultats. Alors pour reprendre, pour ceux d'entre vous qui n'étaient peut-être pas là la dernière fois, d'ailleurs on va vous lancer un petit questionnaire rapide, un petit sondage pour un petit peu mieux vous connaître, mieux connaître votre connaissance des risques côtiers ou des solutions fondées sur la nature, et savoir si vous étiez là justement le 18. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, on va reprendre très rapidement en quelques minutes ce dont on a pu parler ce fameux 18 novembre. Comme vous le savez, si vous êtes ici, je suppose, le littoral est un territoire assez particulier. Bien sûr, il est caractérisé par cette interface entre la terre et la mer, mais il y a des éléments qui sont quand même assez notables. Les territoires littoraux sont dans leur bande très très littorale, la bande des 500 mètres autour du littoral, sont très artificialisés. On y compte quand même 6 fois plus de superficie artificialisée que ce qu'on a sur la moyenne de la France, métropole et outre-mer. Et on y concentre 2 à 3 fois plus d'habitants, avec un rythme d'artificialisation qui est aussi à peu près 2 fois plus rapide. Si on étend un petit peu sur les communes littorales, on est à peine sur 4% du territoire français, mais on a un habitant français sur 8 qui y réside, et ces zones littorales sont parmi les plus sensibles aux effets du changement climatique. Ce sont des zones qui, en plus de tous les déséquilibres qui peuvent être liés au changement de température ou au déséquilibre hydrique, sont aussi très sensibles à tout ce qui va être montée du niveau de la mer et le changement donc sur les aléas liés au milieu marin, avec l'aggravation de dynamiques qui peuvent être existantes liées à l'érosion ou au risque naturel. Euh, dans dans cette perspective, il y a plusieurs manières d'agir. C'est soit continuer donc à utiliser les approches existantes qui sont principalement basées sur une ingénierie de génie civil, de défense via des digues ou via des enrochements, des épis, sur des méthodes qui sont connues et éprouvées depuis quelques centaines d'années parfois.
soit d'essayer d'avoir de nouvelles méthodes d'adaptation et notamment les solutions fondées sur la nature qui peuvent être dans le cadre d'un environnement changeant où les contraintes qui vont s'appliquer sur ces structures vont changer et vont sans doute s'aggraver, qui peuvent être porteurs de solutions. Alors les solutions fondées sur la nature, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept qui est relativement récent en soi, mais qui recouvre des réalités qui sont un peu plus anciennes. L'idée des solutions fondées sur la nature, c'est d'utiliser des écosystèmes, donc soit les écosystèmes existants en les protégeant, soit restaurer des écosystèmes dégradés pour apporter des solutions aux enjeux qui se posent pour les populations et dans le cas qui nous concerne, la protection contre les risques majeurs. Sur les zones littorales, les solutions fondées sur la nature se basent sur l'utilisation des grands milieux qui vont être présents sur ces habitats. Donc là, 18 novembre, on a pu parler des plages et des dunes, se servir des dynamiques qui sont qui existent sur ces milieux, dynamiques de transport sédimentaire, qu'ils soient liés à l'eau ou au vent, pour continuer à avoir des milieux qui soient dynamiques. C'est vrai qu'on a pu évoquer sur des plages, par exemple, le rechargement qui peut être une solution donc dans des plages avec une érosion marquée, mais finalement un déficit sédimentaire pauvre, enfin un petit déficit sédimentaire qui pouvait être une solution à moyen terme, court et moyen terme pour lutter contre l'érosion, mais on a pu voir aussi d'autres approches peut-être un peu plus nouvelles, comme la remobilisation dunaire, qui consiste à donner justement de la mobilité et de la place aux dunes pour qu'elles puissent, surtout par du transfert éolien, reculer, accommoder. Donc on ne répond pas à un enjeu d'érosion, mais permettre aux dunes de pouvoir reculer en gardant leur forme vers l'arrière, accepter une partie d'érosion pour avoir des dunes qui restent pertinentes et efficaces du point de vue de la gestion des, des- des risques de submersion. On a pu discuter aussi du rôle des présalés dans l'atténuation des houles. Donc l'atténuation des houles qui a plusieurs effets. Celle directement d'abaisser le niveau d'eau. Quand les houles sont moins rapides, le niveau de l'eau locale est plus faible, donc on limite directement les risques de submersion par un petit coefficient, mais aussi ce rôle lié à la limitation donc, de l'érosion sur les éléments en arrière des présalés et aussi sur la préservation, enfin la limitation des contraintes qui peuvent exister sur des digues qui seraient en arrière de présalés. Parce que ce qu'on a pu voir et ce qu'on a vu par l'exemple de l'Espiguette notamment, ou par différents exemples d'époldérisation et de gestion de marais salés dans la baie d'Authie ou dans les pertuis charentais, c'est qu'on peut avoir une complémentarité entre des approches donc, de restauration de milieux, notamment euh, ces milieux de présalés, et des méthodes justement un peu plus éprouvées de digues. Ces marais salés, on a vu aussi qu'ils pouvaient être des zones d'expansion de la submersion marine. Alors les zones d'expansion, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît un peu plus sur les bassins versants. C'est pas quelque chose qui est intuitif d'abaisser le niveau de l'eau qui vient sur des submersions marines, mais on a pu voir l'efficacité de ces présalés pour absorber euh, des, euh, des submersions, enfin des hauteurs d'eau dans les baies ou dans les estuaires, ou d'avoir certaines fois des zones sacrificielles qui permettent d'avoir des abaissements qui sont quand même assez importants, justement donc dans des fonds de baies. Euh, alors ces solutions fondées sur la nature, elles sont encore peu mises en place, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais elles ont quand même des avantages qui sont conséquents, qu'on avait pu mettre en avant lors de cette session. Premièrement, ce sont des éléments qui sont bâtis sur des systèmes vivants ou des dynamiques naturelles.
Et donc, elles ont intrinsèquement une capacité à s'adapter et se régénérer. Elles sont résilientes en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'avec un certain temps d'accommodation après une contrainte, que ce soit un événement tempétueux par exemple, ces systèmes peuvent potentiellement revenir dans leur état antérieur ou en tout cas se régénérer, se réparer en partie. Ce sont aussi des solutions qui ont des coûts généralement inférieurs de mise en œuvre par rapport à des éléments d'ingénierie qui vont être très coûteux, qui vont demander beaucoup de travaux de mise en œuvre et un peu de la même manière que leur adaptabilité dessus, ont un coût d'entretien qui est plus faible et puisqu'ils peuvent se régénérer eux-mêmes. Et enfin, un des éléments importants sur ces solutions fondées sur la nature sont les l'éco-bénéfices. La plupart du temps, les éléments de génie civil apportent uniquement des bénéfices liés au risque pour lequel ils ont été conçus, même si certains ont d'autres usages. Et c'est vrai que les digues sont aussi très utilisées sur des éléments de promenade, mais les solutions fondées sur la nature présentent généralement beaucoup plus de co-bénéfices liés aux éléments naturels. On peut penser donc aux services écosystémiques qui sont portés par ces écosystèmes restaurés, bien sûr, donc avec un accroissement de la biodiversité et des valeurs sociales ou sociétales de ces espaces qui vont être certaines fois désartificialisés et rendus à d'autres éléments. Simplement, ces solutions fondées sur la nature ne sont pas une solution, on va dire, sans contrainte et sans inconvénient. On sait qu'elles ne sont pas applicables partout. On pourra en revoir tous ces éléments, mais souvent elles sont plutôt utilisées dans des espaces naturels. Les solutions fondées sur la nature nécessitent souvent une superficie importante de mise en œuvre, un espace qui soit suffisant pour apporter leur efficacité et des conditions hydrodynamiques ou liées aux habitats qui soient positives. Elles ne sont pas utilisables dans tous les espaces et dans tous les territoires en fonction des types d'enjeux. Actuellement, on a aussi des questions, des questionnements sur la temporalité de mise en œuvre, de restauration des habitats pour que ces solutions atteignent leur pleine efficacité, dépendamment des solutions, bien sûr, qui peuvent être adoptées. Si, quand on fait un rechargement en sable ou un reprofilage dunaire, le la solution peut être immédiatement efficace. Quand on dépolderise, quand on rouvre un polder à la mer, le temps qu'on ait une sédimentation qui se fasse sur cette zone et la réinstallation derrière d'un milieu de présalé à la place des prairies ou des éléments cultivés qui étaient là avant, il y a une temporalité. Cette temporalité peut être de l'ordre de quelques années, mais certaines fois, ça peut atteindre une décennie. Donc cette temporalité est importante à prendre en compte puisque l'effet bénéfique attendu n'est pas immédiat. Un élément qui a été mis en avant et sur lequel on va revenir lors de ce moment de restitution, c'est bien sûr l'acceptation par les, par les élus, par les populations locales, par les acteurs économiques euh, de, de ces solutions fondées sur la nature. Euh, Puisqu'elles ne sont, elles peuvent paraître certaines fois moins efficaces, moins pertinentes d'un point de vue du risque. C'est pas un objet qui est comme une digue immédiatement perçu comme protégeant le territoire. Les solutions fondées sur la nature renvoient donc à des objets plus naturels et dont les vocations sont souvent autres. Et surtout, quelque chose dont on va parler, c'est le manque d'exemples, le manque de connaissances qui existent. Alors, en tout cas, ce manque de connaissances qui est perçu ou réel, mais en tout cas qui est important en France parce que peut-être qu'il y a à l'étranger d'autres éléments. Euh, on va passer donc maintenant à la suite. Donc maintenant, oui, on va vous partager les résultats du sondage. Alors, prendre connaissance en même temps que vous. On voit que vous avez quand même une bonne connaissance
des solutions fondées sur la nature. Donc, tout ce que je vous ai dit était sans doute une redite, mais on a des gens qui sont assez avec des profils un petit peu divers, donc beaucoup de gestionnaires d'espaces naturels, beaucoup d'habitants du littoral. D'un autre côté, vous pouviez répondre à plusieurs choses, et si vous travaillez sur les littoraux, il y a de fortes chances que vous y soyez habitant, mais vous pouviez être concerné donc, par cette thématique pour plusieurs aspects. On a assez peu d'acteurs économiques aujourd'hui. On voit qu'on est plutôt dans une sphère technique ou décisionnaire, donc avec des agents et des élus de collectivité et des membres d'administration ou de gestionnaires ou de scientifiques ou d'experts qui interviennent sur le littoral. Vous connaissez en grande partie les solutions fondées sur la nature, donc même en France, et vous avez pu en mettre en place ou vous pensez en mettre en place pour une bonne part d'entre vous, et vous êtes majoritaire donc à ne pas avoir été là le 18 novembre. Donc on va essayer de vous restituer correctement les travaux qui ont pu être faits pour que vous puissiez du coup prendre la suite de vos prédécesseurs, et vous êtes quand même une quarantaine de pourcents à y être à avoir été là. Donc pour vous, j'espère que vous pourrez nous compléter mon propos pour les éléments qui pourraient manquer. Donc, juste, le 18 novembre, pour ceux qui étaient là, euh, vous avez dû le voir, on a pris un peu de retard, ce qui fait qu'on on n'avait pas prévu de vous faire la restitution, mais on a eu encore moins le temps de vous la faire. Donc, vous allez avoir la primauté un petit peu des résultats des différents groupes de travaux, de travail. Désolé. Vous allez avoir la primauté de ces résultats. On avait divisé donc les groupes qui étaient présents en 4 sous-groupes pour répondre à 4 questions. La première, c'est celle de l'intégration des solutions fondées sur la nature dans des politiques territoriales aux côtés d'autres approches de gestion des risques côtiers. L'idée, c'était de savoir où ces solutions fondées sur la nature sont pertinentes et efficaces, comment articuler localement ces solutions avec d'autres approches, parce que les enjeux sont particuliers, les conditions d'application sont aussi un peu différentes. Donc on essayait en tout cas de parler de politique publique et de territorialisation des stratégies. Le deuxième sous-groupe s'intéressait à la prise en compte des incertitudes liées aux solutions fondées sur la nature, puisqu'on l'a mis en exergue, on a actuellement peu d'éléments de retour d'expérience et on a toujours beaucoup d'interrogations liées aux temporalités pour retrouver du fonctionnement ou les fonctionnalités qu'on recherche. Le troisième sous-groupe s'intéressait donc plutôt à un petit peu la définition de la doctrine qu'il faudrait rechercher pour le Conservatoire du littoral en tout cas, puisque les solutions fondées sur la nature sont un ensemble en fait de solutions assez vastes qui peut aller d'une ingénierie écologique assez active. On appelle solutions fondées sur la nature des rechargements massifs en sable qui peuvent intervenir avec derrière des installations qui peuvent être tout de même non négligeables, comme des ganivelles aussi, ou on peut avoir des solutions d'anticipation donc qui se basent plutôt sur une restauration passive ou en tout cas une protection d'espaces côtiers qu'on rendrait peut-être à la mer en laissant brécher et en laissant évoluer, en surveillant ces milieux, mais en ayant prévu à l'avance l'évolution de ces espaces. Donc deux approches entre un interventionnisme assez actif et un accompagnement de processus naturels en leur permettant de s'exprimer. Et la dernière question donc, était un petit peu celle de se projeter dans la suite pour faire le bilan de ce qui limite le déploiement des solutions fondées sur la nature pour permettre qu'elles soient plus généralisées ensuite. Les éléments du premier groupe, donc pour les temps
de ces ateliers ont souvent été divisés en 3 moments. D'abord, on avait d'abord un moment où on identifiait plutôt tout ce qui était de l'ordre de la contrainte, avant d'aller vers des éléments qui étaient plus de l'ordre de la facilitation. Donc, pour le premier groupe qui s'intéressait donc à la place des solutions fondées sur la nature dans des approches territoriales, ce qui a été mis en avant dans les limites, ce sont d'abord les difficultés culturelles et sociologiques actuelles. On l'a dit tout à l'heure, la digue reste un élément lié au risque, et elle permet de figer certaines fois en arrière des usages et des paysages tels quels, comme ils sont actuellement. Et ces solutions, enfin, on constate souvent un aspect assez conservateur, une volonté de conservation et un aspect conservateur des différents acteurs du littoral à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils veulent préserver donc en l'état. Les solutions fondées sur la nature apparaissent là-dedans comme un objet détaché du risque et elles ne paraissent pas pertinentes, par exemple, pour que suite à un événement, des élus puissent marquer leur action par la réalisation d'une infrastructure qui permet de répondre à une problématique. Là, c'est moins évident avec les solutions fondées sur la nature. Comme je vous l'ai dit dès le début, le littoral est assez contraint et il y a beaucoup d'enjeux humains et économiques forts qui sont proches du littoral, avec des villes et des villages qui sont présents, des activités économiques. Les espaces naturels et agricoles, ils sont moins présents dans la bande littorale que sur la superficie de la France entière. Donc c'est une contrainte forte pour la mise en place de solutions fondées sur la nature qui ont besoin de ces espaces-là, en tout cas pour pouvoir s'exprimer. On a aussi des besoins de connaissances, enfin, on a manque de connaissances spécifiques. Les solutions fondées sur la nature en elles-mêmes sont peu connues par les élus et la population. Et on a donc des éléments de connaissances qui nous manquent pour définir des niveaux de protection ou certaines fois même les bénéfices rendus sur le long terme. Et on a aussi donc, un problème de mécanisme financier qui est encore à identifier ou dédié, lié aux solutions fondées sur la nature, qui n'est pas évident. On a des pistes de financement sur certaines actions autres liées à de l'ingénierie civile, mais sur du fléchage directement sur des solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qui nécessite d'être éclairci. On est plus sur des appels à projets que sur des mécanismes financiers pérennes et stabilisés. Et dans ce qui facilite la mise en place de solutions fondées sur la nature, aux côtés d'autres solutions, c'est justement leur adaptation aux espaces naturels. On ne peut pas les mettre en place partout, mais sur les espaces naturels, ces solutions paraissent totalement pertinentes. Elles font appel certaines fois à un génie environnemental qu'on utilise déjà pour les espaces naturels, via souvent les mesures de gestion qui sont faites, et elles permettent de maintenir une qualité écologique forte pour des coûts qui sont moins importants, des coûts à dédier aux espaces naturels qui sont souvent plus difficiles à trouver pour la protection des espaces naturels que pour des espaces anthropisés qui sont aussi producteurs de valeur par ailleurs. On a des résultats encourageants des différentes expérimentations qui ont lieu, avec des utilisations qui peuvent être connues ou anciennes des solutions fondées sur la nature. On avait les dunes aquitaines qui peuvent en être un exemple, qui cherchaient à résoudre un autre problème à l'époque, qui était celui du déplacement du sable vers l'intérieur, mais déjà des solutions hybrides qui avaient été pensées de cette manière, ou du fonctionnement de ces solutions fondées sur la nature dans le cadre d'événements passés. On avait pu, lors de la dernière session, évoquer comment, lors de la tempête Xynthia, les marais littoraux avaient permis de limiter en partie sur des zones, et notamment comme la ville de Rochefort, le niveau de l'eau là-dessus. Donc on a certains retours d'expérience qui peuvent exister sur des solutions fondées sur la nature qui n'étaient pas forcément maîtrisées, mais qui ont existé déjà par la présence de milieux naturels. Et enfin, donc les pistes que cet atelier a mis en avant, c'est de prévoir
l'articulation des solutions. C'est quelque chose d'assez évident, mais éviter d'aller vers un paradigme unique qui serait de promouvoir tout le temps et partout des solutions pour la nature, de passer aussi par les solutions hybrides et complémentaires. Donc on peut penser à des solutions complémentaires dans un espace qui soit un espace accolé, sur un type d'espace des solutions fondées sur la nature, sur un type d'espace une solution qui soit dure, et l'espace sur lequel on développe des solutions fondées sur la nature permet d'absorber l'érosion, de limiter les contraintes sur les zones adjacentes, mais on a aussi donc des solutions fondées sur la nature qu'on peut mettre accolées directement à du génie civil. Il faut bien sûr faire correspondre les solutions fondées sur la nature aux enjeux du territoire, sachant que ceci n'est pas quelque chose qui est tout le temps obligatoire, c'est-à-dire que pour travailler à la résilience future des territoires, il faut aussi penser donc aux enjeux sur sur des territoires où actuellement ces enjeux sont forts et commencer à préparer peut-être ces territoires à d'autres solutions. Enfin, il fallait continuer à amplifier les retours d'expérience donc sur des événements naturels qui peuvent exister et aussi sur le comportement des solutions fondées sur la nature dans le cadre d'un fonctionnement normal aussi pour pouvoir comparer la gestion de ces solutions fondées sur la nature à celle de solutions grises et d'aller vers la favorisation des solutions fondées sur la nature par des approches qui sont finalement techniques et intégratrices, mais dont on avait l'intuition qu'elles permettent de prendre en compte l'éco-bénéfice et le temps long, qui sont les analyses coût-bénéfice ou les analyses multicritères, et qui du coup, en intégrant le temps long, les différents co-bénéfices, favoriseraient l'implantation de solutions fondées sur la nature. Et bien, il y a un autre élément, mais sur lequel on reviendra dans les autres ateliers, qui est le travail donc, avec les élus, les collectivités et les habitants. Sur le deuxième sous-groupe, qui s'intéressait finalement à comment prendre en compte les incertitudes dans le déploiement des solutions fondées sur la nature, il y a eu aussi un petit déplacement du sujet, puisqu'on a beaucoup parlé a priori des aspects sociologiques dans ce groupe-là en plus, mais quand même identifier certaines incertitudes comme frein au déploiement des solutions fondées sur la nature. Alors déjà des incertitudes sur le externe et sur le futur, des questions qui sont intéressantes à se poser et qu'on se pose assez peu, c'est quels seront les impacts du changement climatique et des changements globaux sur les habitats. Quelles certitudes on a en développant des solutions fondées sur la nature, quelles seront aussi efficaces à l'avenir dans un contexte changeant. Est-ce que les marais salés joueront le même rôle? Est-ce que des dunes pourront s'adapter de la même manière avec plus de tempêtes, avec une eau qui sera plus haute, une eau plus chaude, un pH qui aura changé? Est-ce que on aura donc des habitats aussi efficaces? Mais aussi donc des incertitudes qui sont intrinsèques aux solutions fondées sur la nature, certaines qui sont directement liées aux impacts qu'ont les solutions fondées sur la nature, puisqu'elles demandent généralement plus d'espace, donc de s'intéresser à la bande côtière, et elles ont un impact sur les activités qui s'y déroulent. Donc elles posent la question de la relocalisation des activités et comment on prend en compte, comment on accompagne, comment on finance cette, cette relocalisation. Des, derrière aussi donc la question de l'acceptation de l'expérimentation, être perçu comme un laboratoire vivant. Enfin, actuellement pour lever ces incertitudes, on expérimente et ça pose des questions sur les territoires. Il a été noté dans cet atelier que les certitudes, enfin le manque de certitude actuelle qu'on a au niveau des solutions fondées sur la nature demande un engagement plus fort donc dans la décision pour tous ceux qui s'engagent dedans et sont un frein à l'acceptation donc par les autres territoires. Mais ces incertitudes sont aussi une opportunité puisque on a certaines certitudes quand même. On a la certitude que les changements globaux vont impacter le littoral et vont forcer de toute façon
une recomposition de ce littoral, et on a une incertitude qui est liée aux autres solutions. Donc le travail sur la meilleure connaissance des solutions fondées sur la nature devrait, enfin, peut permettre en tout cas d'apporter de nouvelles opportunités d'adaptation des espaces littoraux et d'avoir un temps d'avance finalement en se posant cette question maintenant par rapport à maintenir des modes de fonctionnement préexistants et classiques liés au génie civil, par exemple. Donc le troisième groupe s'intéressait au mode d'action, finalement, à quelle partie du spectre des solutions fondées sur la nature on devait peut-être vers lequel on devait se diriger. Est-ce qu'on allait plutôt devoir aller vers des éléments très interventionnistes, comme par exemple le fameux Sand Motor, ce rechargement en sable très très massif qu'il y a eu aux Pays-Bas, ou alors à tout ce qui se passe donc, dans beaucoup de ces marais littoraux qui sont reconnectés par des brèches accidentelles et qui sont finalement beaucoup de solutions fondées sur la nature, ou en tout cas de zones reconnectées à bas bruit, accidentelles, et qui se déroulent et qui ont déjà des rôles dans l'atténuation des risques littoraux. Sur ce groupe, les questions se sont posées de la perception. Laisser faire, finalement, c'est une action qui est invisible, qui est une posture difficile, puisque on est passif face au changement. C'est socialement difficile à intervenir, et notamment quand les changements sont visibles ou les enjeux sont présents. L'intervention, finalement, c'est ce qui est globalement séduisant. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, de prendre un problème et de le résoudre, hein. C'est le mode de pensée un peu majoritaire. Mais quand on a justement une incertitude, c'est quelque chose qui implique des choix euh, et, euh, et qui demande du coup de faire les bons choix, et donc à avoir des éléments de connaissance qui sont importants. Euh, on a aussi donc la question justement des incertitudes dont on parlait. Le laisser-faire implique une incertitude, on va dire, presque totale. On ne contrôle pas les trajectoires naturelles et celles-ci paraissent irréversibles. Par contre, le fait de l'action nécessite pose la question de l'expertise qui sera mobilisée, de l'action et la pertinence et de l'efficacité des actions menées. Il y a certaines expériences où on a essayé de mener, de créer des chenaux, et on se rend compte que, par exemple, le, le flow, ou en tout cas les dynamiques naturelles, n'étaient pas adaptées aux éléments qu'on a pu proposer. Euh, Laisser faire ou intervention, en tout cas, ont des avantages qui sont assez différents. Même si quelque chose qui les rapproche, c'est que dans tous les cas, on a besoin d'expérimentation et de mesures, d'instrumentalisation, d'études sur ce qui se passe donc dans des zones où on laisserait faire, et sur ce qui se passe dans des espaces où on accompagne les processus. Euh, on a besoin de mieux connaître, bien sûr, aussi les différents co-bénéfices et la vitesse d'installation ou de restauration des milieux et des fonctionnalités. Par contre, quelque chose qui est ressorti de cet atelier, c'est que l'intervention, finalement, c'est une prolongation de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire de la gestion par l'ingénierie civile et les digues. On prend un problème et on le résout, mais la partie un petit peu d'avoir un laisser-faire, d'avoir une solution qui se base sur un laisser-faire, pose déjà le cadre de l'adaptation des territoires plus largement, et de la relocalisation. On est en train de passer directement et plus facilement à des échelles territoriales. Les éléments de conclusion qu'a pu apporter ce groupe-là, c'est que l'intervention est une option dans des zones où les enjeux sont faibles, voire moyens, puisqu'on peut justement sur ces enjeux
sur ces zones où les enjeux sont un petit peu présents, avoir des solutions fondées sur la nature où on a une action quand même présente. On peut présenter ça comme une alternative ou une atténuation de solutions dures, et ça facilite l'acceptation de solutions fondées sur la nature, finalement dans des endroits où on a quand même des enjeux. Et le laisser-faire est plutôt possible pour des zones qui seront assez spacieuses pour pouvoir avoir la place d'avoir ces phénomènes, et sur des zones qui sont sans enjeu, ou en tout cas où on arrive à relocaliser facilement ces enjeux. Il est nécessaire d'articuler de toute façon ces différentes approches dans des stratégies qu'il faut partager, et la faire en fonction des coûts, puisque les coûts induits ne sont pas les mêmes. Quelque chose qui est ressorti quand même de cet atelier, c'est que le laisser-faire correspond à un élément de naturalité qui est assez proche de la philosophie de l'action du Conservatoire du littoral, même si on pourrait arguer aussi que le Conservatoire du littoral a souvent une approche restauratrice et de gestion des milieux avec ses gestionnaires. Enfin, le dernier sous-groupe s'est intéressé donc aux limites du déploiement aux limites actuelles qu'ont les solutions fondées sur la nature. Alors, ces limites, on les a déjà évoquées. Donc, c'est le manque de retour d'expérience, les limites d'acceptation. Quelque chose qui est apparu en plus dans ce groupe-là, c'était quand même des limites aussi liées à la formulation, à la précision des solutions fondées sur la nature et à leur terminologie. C'est ce qui rejoint un petit peu le sous-groupe d'avant, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin d'avoir une typologie un petit peu plus marquée des solutions fondées sur la nature pour savoir mieux ce qu'il en est, et sortir peut-être d'un terme globalisant et attrape-tout pour pouvoir plutôt détailler les différents éléments. Certaines limites qui ont été identifiées par ce groupe paraissaient indépassables à différentes échelles de temps, ou en tout cas actuellement. Donc, dans le temps court, beaucoup des éléments qu'on a mis en avant juste précédemment paraissent quand même des limites conséquentes. Le manque de recul quand on met en place ces solutions, la plupart ont été mises en place dans les dernières années. On a peu de recul d'événements importants qui se sont déroulés sur ces espaces-là. Celle des définitions donc, dont je viens de parler. Des temporalités aussi, une temporalité qui est importante et un temps qui est important aussi pour qu'on mette en place ces solutions où on est souvent au-delà des temporalités qui sont liées à celles d'élus, qui sont liées à celles d'urgence ou celles d'acteurs économiques. Quelque chose de paradoxal qui est ressorti de ce groupe, c'est qu'un des points forts des SFN, qui est son coût, peut aussi être un de ses points faibles dans l'acceptation. C'est-à-dire que le fait d'avoir un coût limité, ça a un impact sur sa crédibilité. On a moins de prise en compte, enfin en tout cas, on paraît moins prendre en compte un problème avec des solutions moins coûteuses. C'est quelque chose qui est intéressant à noter. Et beaucoup d'autres limites existent actuellement, qui sont liées plutôt au système normatif, donc tout ce qui est lié à la réglementation, notamment. Alors, il y avait tout de même des perspectives qui existent actuellement pour le dépassement de ces limites. Le fait que les solutions fondées sur la nature dépassent le risque en lui-même et impliquent des nouvelles dynamiques territoriales, amène aussi souvent des nouveaux espaces au public. Donc, on a un frein à leur acceptation sur la thématique risque, mais on a une facilitation, on a des opportunités à leur acceptation sur les autres éléments. Bon, l'élément coût dont on a pu parler, ainsi que tous les co-bénéfices qui peuvent arriver assez rapidement. Enfin, c'est une des rares actions positives qui a été identifiée actuellement à mener dans le cadre du changement climatique, qui est un élément angoissant. Les solutions fondées sur la nature permettent d'avoir un élément un peu plus positif.
Donc les recommandations de ce groupe, c'était de repenser le cadre conceptuel des solutions fondées sur la nature et de contribuer à l'évolution de son cadre réglementaire et du contexte politique qui va avec. Donc définir mieux ces éléments, les typer, apporter de la recherche. Ça passait par développer des moyens spécifiques sur ces sujets pour apporter de l'animation territoriale, de l'expertise technique ou de la recherche, et d'augmenter le nombre d'expérimentations en les intégrant dans des suivis scientifiques de long terme au sein de réseaux coordonnés dont les résultats alimenteraient donc, le plaidoyer. Alors, ce qui ressort un petit peu de ces quatre ateliers, c'est que le temps est important, c'est ce qui est apparu d'abord. Le temps, pour l'instant, il joue en défaveur des solutions fondées sur la nature, parce que celle-ci s'adresse au problème du risque, et beaucoup des politiques risques sont prises soit dans des contextes précis, enfin la mise en place de PAPI, qui ont une temporalité propre, soit celle des documents d'urbanisme, enfin, avec un temps qui est contraint, lié aussi à leur mécanisme de financement, soit parce qu'elles interviennent après des événements sur lesquels l'importance de l'urgence de la réaction est importante. Donc ce temps lié, enfin, sur les aléas est actuellement une limite pour les solutions fondées sur la nature, puisqu'elles prennent justement du temps. Mais le temps sur ce qui se passe derrière la mise en place de la solution, derrière la création d'une digue, par exemple, est quand même un atout, un allié des solutions fondées sur la nature, puisque sur le long terme, elles coûtent moins cher et elles apportent plus de bénéfices. Il faut construire un nouveau cadre, en tout cas conceptualiser un cadre autour des solutions fondées sur la nature, sans tomber sur les risques d'avoir une sorte de nouveau paradigme, de remplacer une gestion des risques par du génie civil sur les espaces qui sont propices à tout le temps essayer d'imposer donc les solutions fondées sur la nature sur ces espaces propices. Mais il faut aussi avoir une certaine modestie, une certaine intelligence de s'adapter donc au territoire et de définir un petit peu mieux les solutions qu'on veut mettre en place, tout en apportant des éléments dans une sorte de méthodologie commune. Les projets actuels qui sont menés doivent justement avoir un rôle pour aider donc à définir un petit peu le cadre conceptuel de mise en place des solutions fondées sur la nature et en développer de nouvelles. Et justement, il faut en développer de nouvelles pour continuer d'expérimenter, donc continuer les dynamiques territoriales, continuer les approches en tout cas qui sont existantes, les expériences existantes, pour avoir un double bénéfice, celui de faire la preuve par l'exemple, donc rien qu'en les réalisant, montrer que c'est possible, mais aussi donc accumuler ces retours d'expérience qu'on a évoqués et qui nous manquent énormément. Ces retours d'expérience ont deux éléments. Soit on peut travailler à mieux comprendre les modes d'action, soit on peut aussi faire la preuve de leur fonctionnement en multipliant les cadres et avoir une preuve empirique que ça peut marcher dans ce cas ou dans ce cas, même sans comprendre tout le temps. Et enfin, il faut bien sûr donc déployer un plaidoyer auprès des publics cibles pour travailler donc sur cette acceptation, sur ces freins qui sont liés, qui ont été en tout cas identifiés, qui sont liés aux différents publics, soit aux élus, soit aux habitants, soit aux acteurs du littoral, pour bah, leur donner le bon niveau d'information, les bons accompagnements, les bonnes clés de décision en tout cas, pour pouvoir mettre en place des solutions fondées sur la nature comme élément désirable dans la gestion de leurs espaces. Et il faut donc redresser un petit peu la balance qui actuellement est totalement, enfin, plutôt en faveur des solutions de génie civil pour qu'elles puissent aussi valoriser les solutions fondées sur la nature.
Voilà pour les éléments dont on a pu discuter la dernière fois. C'est un peu dense, il y avait beaucoup de choses, certaines choses qui se recoupent. Maintenant, vous avez vu qu'il y a un sondage qui est en train de passer, qui vous demande une seule réponse, hein, de prioriser certains éléments, et on pourra en reparler plus tard. Mais je vous propose aussi donc de passer à la suite avec une table ronde pour discuter donc de tous ces éléments-là et mettre ces apprentissages en perspective. Donc je vais vous présenter les intervenants par ordre alphabétique de leur prénom. Je vais leur demander de bien vouloir rallumer leur caméra et leur micro. Donc autour de nous, sur cette table ronde, on a différents intervenants qui sont tous des intervenants qui mettent en place ou qui accompagnent la mise en place de solutions fondées sur la nature sur les littoraux. Donc Amélie Roche, directrice de projet gestion des territoires littoraux, donc à la direction technique risque eau et mer du CEREMA. Charlotte Depince, qui est chargée de mission adaptation des territoires littoraux au ministère de la Transition écologique au sein de la DEB au bureau LM2, et Patrick Bazin, directeur de la gestion patrimoniale du Conservatoire du littoral. Olivier Brivois, qui est chef de projet au BRGM et qui intervient sur le projet Adapto, sera une personne ressource un petit peu en électron libre pour pouvoir parler des différents sujets qui seraient peut-être un petit peu plus liés au suivi scientifique. Voilà. Je vais vous passer la parole, mesdames et messieurs. Donc si vous pouvez rapidement vous présenter et à la fois donner un petit, enfin, parler de ce que vous pouvez faire sur le sujet des solutions fondées sur la nature et peut-être quelques premières réactions. Amélie? D'accord, merci Adrien. Bonjour tout le monde. Donc, Amélie Roche, comme Adrien m'a présenté, directrice de projet en gestion des territoires littoraux au CEREMA. J'accompagne notamment au niveau national actuellement l'appel à partenaires que nous avons lancé avec l'ANEL pour la gestion intégrée du littoral et nos 17 collectivités lauréates. Donc, à ce titre, nous avons eu un webinaire hier qui a permis de présenter nos lauréats et ça fait complètement écho à ce qu'on va aborder cet après-midi puisqu'on a évoqué notamment les questions de retour d'expérience, de solutions fondées sur la nature, de recomposition spatiale. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu mes activités, mon actualité. Il y a beaucoup de choses qui ont été donc dites pendant l'atelier du 18 novembre. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'espère qu'on va pouvoir revenir. Je ne vais pas monopoliser tout de suite la parole pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des actions très simples à mettre en œuvre et pour lesquelles le conservatoire peut vraiment faire de lance, hein, notamment le faire connaître vos actions en faveur des solutions fondées sur la nature, mieux faire valoir les retours d'expérience que vous avez sur ces territoires-là pour que ça touche un public large, pas que les élus, les techniciens, mais vraiment, vous avez cette capacité de toucher les gens qui vont sur vos terrains, qui bénéficient d'un accès au littoral. Et donc, vous avez cette capacité, je pense, aussi à faire entendre et à faire passer des messages. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a dit sur lesquelles j'espère qu'on va revenir, mais je pense que vraiment, un élément clé, c'est mieux faire connaître, favoriser les retours d'expérience et du coup, faites voir ce que vous faites sur vos territoires en la matière. Je reviendrai, je pense, tout à l'heure. Je cède la parole. On ne t'entend pas, Adrien, ton micro est coupé. Oui, je parlais aussi d'un Charlotte, est-ce que tu peux continuer ce tour de table? Bonjour à tous. Je travaille sur l'écologie, direction d'eau et des en charge de la promotion des solutions. On a des petits soucis pour entendre, le son saute un petit peu. Je continue, vous me dites si vraiment ça passe pas. Ça passe mieux maintenant. En charge de la promotion des solutions sur la nature exposées ça ressaute un petit peu. Est-ce que c'est possible peut-être de rapprocher le micro ou alors peut-être de couper la caméra si c'est un souci de... Voilà. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Alors, on va refaire un test. Je recommence. Donc, au ministère de l'écologie et de la biodiversité, pas mieux.
On va voir derrière Patrick. Est-ce que tu peux, Charlotte, on va essayer de régler le souci. Derrière Patrick. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler pour Charlotte, mais intervenir au titre du conservatoire. Alors, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la question des termes, et y compris sur le terme même de solution fondée sur la nature. Tout le vocabulaire en fait est à peut-être travailler, stabiliser pour en fait essayer de trouver une sorte de légitimité aussi par ces termes-là. Le terme même de solution fondée sur la nature peut apparaître un peu militant par moment, et en étant trop militant, il est limitant, si je peux me permettre le jeu de mots, c'est-à-dire qu'il y a une appréciation un peu première qui peut être un peu inquiétante parce qu'on utilise un terme qui peut paraître un peu radical. Donc la question de peut-être travailler sur ce vocabulaire, on l'a beaucoup dit en interne, et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps aussi de le bâtir tous ensemble. Il y a peut-être des pistes intéressantes de ce côté-là pour se rapprocher finalement du vocabulaire qui est utilisé dans les différentes politiques publiques qui agissent actuellement, qui sont à l'œuvre pour soit l'organisation de l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou la gestion des risques. Essayer de finalement se rapprocher des notions et des mots qui sont utilisés. C'était ressorti assez nettement dans l'atelier auquel j'ai participé lors de la première session. Et puis, la deuxième question que je me pose à ce sujet-là, c'est, nous avions eu notamment le témoignage du GIP Littoral Aquitain qui faisait état d'un bilan à aujourd'hui relativement satisfaisant sur la façon dont la gestion du trait de côte est appréhendée par les collectivités, du fait que la présence finalement du GIP permettait de mutualiser un peu les connaissances, et qu'on avait aujourd'hui quand même une évolution dans les solutions proposées, notamment moins de solutions de génie civil, pas de nouvelles protections dures proposées dans les schémas de gestion littoraux, et donc finalement la possibilité de s'inscrire dans la réflexion que mènent les collectivités qui ont d'ailleurs la compétence pour le faire, et donc essayer de ne pas trop intervenir dans en tout cas ne pas vouloir convaincre plus que nécessaire, et plutôt de faire confiance finalement. Alors là-dessus, évidemment, il y a une discussion, c'est jusqu'à quel point on peut considérer que les choses avancent suffisamment, ou est-ce qu'il n'y a pas encore quand même des points de blocage, et comment agir sans donner l'impression de vouloir forcer la main finalement aux décideurs qui sont en responsabilité. Et je vois que apparemment le sentiment relativement majoritaire, me semble-t-il, c'est de finalement continuer les expérimentations de façon pragmatique pour faire la preuve par l'exemple, parce que là où nous sommes relativement légitimes pour le faire, c'est une occasion de faire avancer aussi l'ingénierie, les expériences, et de servir de référence pour les réflexions futures. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire à ce stade. Merci Patrick. Charlotte est revenue, on va réessayer. J'en profite pour vous dire, donc certains d'entre vous ont levé la main. On va d'abord finir là, les tours de présentation, puis on abordera donc les questions et les échanges. N'hésitez pas plutôt à mettre vos questions dans le module Q&R, voilà, et on passera les questions derrière. Bon, Charlotte, on va réessayer, on a beaucoup d'espoir. On commence. Au ministère de l'écologie,
chargé de la solution pour la nature dans l'adaptation des territoires exposés, particulièrement au recul du trait de côte. On a toujours des petites sautes dessus. Est-ce que c'est peut-être le micro-casque? J'en sais rien. C'est un problème de... Est-ce que c'est mieux là? Beaucoup. Ah. Bien mieux. C'était le micro. D'accord. Et du coup, donc je continue. Je suis Alors, on est désolé pour ça. On a fait des tests avant. Oui, je suis venu au bureau en plus exprès pour que ma connexion soit bonne. Ce n'est pas un sabotage de notre part. Je vous prie de le croire. On va essayer de trouver une solution peut-être par téléphone, je ne sais pas. Donc, on va s'atteler à trouver une solution de ce côté-là. En tout cas, je vais commencer à vous poser une première question, enfin deux premières questions, puisqu'il y avait des éléments à revenir. Ça serait, d'après vous, qu'est-ce qui, dans les éléments identifiés, serait prioritaire? Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser? Et les premières actions à mener dans un contexte de moyens qui restent les mêmes. Et peut-être aussi comment, enfin, via quels moyens harmoniser les différentes approches et mettre en mesure tous bref, harmoniser les approches et mettre en œuvre des programmes communs, parce qu'on a vu qu'actuellement, il y a enfin, on n'a pas encore totalement vu, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se jouent et qui, certaines fois, ont leur propre temporalité et leurs propres moyens. Donc, je vais vous poser ces questions, donc d'abord pour que vous puissiez y réagir, et on va tenter de rétablir le contact avec le ministère. Je ne sais pas s'il faut qu'on prenne la parole. Oui, Patrick. Oui, qui est censé prendre la parole là? Je vais vous passer la parole donc, à Patrick et Amélie dans un premier temps. D'accord, mais comme on a un peu dit ce qu'on avait à dire en termes de premier priorité, oui. Après, moi, je peux compléter sur d'autres aspects. D'accord. Vas-y, Amélie. Du coup, moi, j'avais un peu, malgré tout, envie de revenir sur la question de paradigme. Certes, il ne faut peut-être pas être trop focalisé sur les solutions fondées sur la nature, en opposition avec les autres techniques de génie civil ou on va dire des pratiques plus traditionnelles. Mais il ne faut pas non plus essayer de trop faire rentrer les solutions fondées sur la nature dans des cases qui ne leur sont pas qui ne sont pas adaptées. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on réfléchisse aussi à des critères d'évaluation, des suivis de l'expérimentation que vous avez mis en place, et des critères qui nous permettent vraiment de rendre compte des bénéfices rendus, de pouvoir aussi bien évaluer dans quelles conditions ces solutions sont susceptibles d'être efficaces, pourquoi, et de pouvoir vraiment au final le mettre sur la table parmi tout un inventaire de solutions de protection ou sur le littoral. Donc sans vraiment trop vouloir faire comme sur les techniques traditionnelles, peut-être s'en inspirer de ce qu'on peut faire en termes de critères scientifiques objectifs, quantifiables autant que possible, pouvoir comparer au final les situations. Et en fait, moi, je trouve la principale difficulté qu'on va avoir, c'est que on est un petit peu au démarrage. Je rejoins tout à fait les questions de lexique et de vocabulaire, parce que les solutions fondées sur la nature, elles sont plurielles. Il faut déjà s'entendre sur ce qu'on met derrière. Mais on a quelques territoires d'expérimentation qu'on pourrait compléter avec de la bibliographie internationale, mais la difficulté, ça va vraiment être de faire le bilan site par site. On peut en faire un retour d'expérience, mais ensuite, il y a vraiment une difficulté pour passer à des recommandations ou des préconisations plus larges. Et donc, je pense qu'il y a besoin peut-être de mobiliser justement des initiatives, des réflexions pour avoir des critères un petit peu homogènes sur différents territoires, différents contextes qui nous permettent d'avoir des enseignements. Et parce que grâce à ces enseignements, on pourra aussi développer, favoriser l'émergence de solutions sur d'autres territoires. Patrick, je te laisse compléter. Merci.
Je suis assez d'accord avec ça. Si j'essaye de proposer des critères, justement, il me semble qu'il y en a un qui est assez important et déterminant, qui est la position du trait de côte tel qu'on l'envisage. À savoir que les solutions de génie civil sont quand même la plupart du temps liées à un choix de maintien de la position du trait de côte là où il est. Et en revanche, les solutions qui font appel au milieu naturel sont en général liées à une approche souple et donc soit à une possibilité de mobilité ou voire même une orchestration de la mobilité. Et ce critère-là d'avoir, est-ce que le schéma de gestion, il considère que le trait de côte doit être maintenu au même endroit ou pas, me semble un critère déterminant pour savoir si on est face à des solutions classiques ou à des solutions de type solution fondée sur la nature. Et de ce point de vue-là, ça rejoint aussi la question du vocabulaire, puisque il a très tôt été évoquée la question de l'intérêt de ce terme, trait de côte, et de l'intérêt de le changer pour parler plutôt de bande côtière ou d'interface terre-mer, en tout cas de donner une épaisseur, une profondeur à cette notion-là. Et il me semble aussi que dès lors que l'on raisonne sur des solutions qui font appel à une certaine épaisseur du littoral, une certaine largeur géographique, à ce moment-là, on est nécessairement dans des solutions qui associent la nature, même si ce n'est pas forcément que des solutions fondées sur la nature, mais il y a la notion d'espace, et dès qu'il y a de l'espace, il y a du milieu naturel, et donc il y a le rôle que ces milieux naturels peuvent jouer dans le système. Moi, je proposerais bien comme critère, finalement, discriminant, d'avoir une notion fixe ou pas du trait de côte et une conception linéaire ou plutôt avec une certaine largeur de cette gestion. Peut-être la partie d'une bande littorale, une bande de mobilité dessus. Alors après, avec bien sûr toute cette contrainte que cette bande littorale existe et est plus facilement identifiable et plus épaisse peut-être dans des territoires naturels que dans des territoires qui sont très fortement anthropisés, où on aura peut-être plus de difficultés à avoir cette mobilité du trait. Oui, forcément, il y a des secteurs où on s'apercevra que ce n'est pas possible de ce fait-là, évidemment. Ça. Elle est plus ou moins épaisse. Avant que je vous pose d'autres questions, je vais vous passer une question qui vient du module de questions-réponses, qui est une question posée par Goneri Locosane, du BRGM, qui vous demande de dire, est-ce que vous pensez qu'un des avantages des solutions fondées sur la nature, c'est de pouvoir être réversible et possiblement adaptative. C'est-à-dire que si demain on se rend compte qu'on n'avait pas pris les bons paramètres en compte pour la conception d'ouvrages de prospection, on sera toujours possible de le faire quand on est sur une digue de second rang derrière des protections fondées sur la nature et où on aurait déjà décalé des enjeux que par rapport à du coup une solution en dur. Alors, il y avait déjà presque des réponses dans la question, mais je vais vous laisser élaborer un petit peu. Et moi, déjà, ça me fait rebondir sur ce que vient de dire Patrick en parlant d'échelle spatiale. Il y a aussi la question temporelle, bien sûr, parce que le trait de côte, on pourrait le considérer fixé pour du court terme, mais ces hypothèses-là vont sans doute être à revoir dans un contexte de changement climatique. Et donc, ça fait rebondir sur la question de Goneri en termes d'adaptation des territoires littoraux. C'est vrai que les solutions fondées sur la nature ont cet avantage de pouvoir être plus facilement adaptatives qu'un ouvrage. Et donc, de se laisser aussi le droit à suivre et à adapter nos choix aussi d'aménagement en fonction d'expériences vécues. Et donc, de pouvoir avoir toujours la possibilité d'intervenir au cas où. Encore une fois, je pense que le changement climatique risque de nous imposer aussi des mesures un peu lourdes, là où on peut se dire on met en place des solutions fondées sur la nature parce qu'on a le temps, parce que les espaces sont naturels, parce que si, peut-être que demain, en fait, ça deviendra aussi une option
plus rigoureuse qui s'imposera à nous parce qu'il n'y aura pas de plan B, voilà, pour ces territoires-là. Merci. Charlotte est revenue parmi nous. On va tenter donc de lui passer la parole cette fois-ci dans des situations qui sont meilleures. On espère que le téléphone à l'ancienne soit plus efficace certaines fois que les réseaux Internet. C'est ça. Bah, du coup, j'essaye par téléphone. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Très bien. Donc, je recommence. Je m'excuse pour la connexion. Donc Charlotte Depince, au ministère de l'Écologie, à la direction de l'eau et de la biodiversité, en charge de la promotion des solutions fondées sur la nature dans l'adaptation des territoires littoraux qui sont exposés au recul du trait de côte et qui est un phénomène qui va s'accélérer avec les effets du changement climatique. Et donc je suis plus particulièrement en charge de la coordination nationale d'un appel à projet que le ministère a lancé en 2019 qui s'appelle des solutions fondées sur la nature pour des territoires littoraux résilients. Voilà, et qui soutient des 9 projets exemplaires qui sont menés dans les territoires et qui ont vocation à démontrer l'efficacité des solutions fondées sur la nature dans l'adaptation des territoires littoraux. Je voulais juste rappeler aussi peut-être que le déploiement des solutions fondées sur la nature, c'est un axe majeur de la stratégie de l'État en matière d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le plan national d'adaptation au changement climatique, dans le plan biodiversité, dans la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et plus récemment aussi dans la loi climat et résilience dans laquelle il y a des dispositions spécifiques qui ont été adoptées sur l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte. Il y a notamment un article qui prévoit que toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte doit prendre en compte la contribution des écosystèmes naturels dans la gestion intégrée du trait de côte. Voilà, donc c'est en termes de cadre réglementaire, voilà, les solutions fondées sur la nature dans l'adaptation des territoires littoraux sont quand même bien identifiées. Et l'ambition, bien sûr, c'est de faire accepter le fait que le trait de côte est mobile, qu'il y a une certaine mobilité naturelle et qu'il faut éviter d'y apposer à chaque fois de recourir à chaque fois à des ouvrages en dur de façon systématique et plutôt au contraire s'appuyer sur les services rendus par les écosystèmes naturels. Voilà, et donc l'appel à projet que le ministère a lancé, c'est aux côtés de d'autres démarches comme le Life Adapto que porte le Conservatoire du littoral, c'est de montrer par l'exemple à travers des projets qui sont menés dans les territoires, voilà, que c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi dans ces projets que l'on soutient dans les territoires, c'est qu'ils sont finalement, ils reflètent une grande variété de situations. Ça peut être donc c'est des projets qui sont à la fois en métropole et en outre-mer, qui sont à la fois dans des espaces naturels, dans des sites aussi du Conservatoire du littoral par exemple, mais aussi dans des espaces urbanisés comme sur la commune de Leucate par exemple, où il y a des habitations juste derrière une dune que l'on va restaurer. Donc, et puis il mobilise aussi différents types d'écosystèmes. Il y a également une grande variété d'acteurs, de porteurs de projets, de ces projets menés dans les territoires qui vont à la fois d'établissements publics à des collectivités territoriales. Il y a une entreprise privée également qui est la SNCF. Donc c'est toute cette diversité aussi qui va être intéressante à valoriser dans la capitalisation des expériences de ces projets. Puisque bien sûr l'objectif c'est de capitaliser les expériences et d'en tirer des enseignements pour mieux connaître ces solutions fondées sur la nature, pour mieux les faire connaître aussi, donner envie, donner des idées sur ce que ce type de solution pourrait être dans les territoires, voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, ce qu'il faut poursuivre, ce qui est à améliorer et bien sûr en tirer des enseignements qui doivent être adaptés aux enjeux des territoires, ça a été dit aussi. Voilà, donc c'est un appel à projet qui est complémentaire à d'autres démarches qui sont en cours dans les territoires littoraux. Et je pense que c'est important, comme ça a été dit aussi dans cette synthèse de l'atelier du 18 novembre, de poursuivre cette dynamique avec des projets menés dans les territoires. Pour faire connaître ces solutions et pouvoir les déployer de plus en plus dans les territoires aussi, à la place ou en complémentarité d'ouvrages en dur.
Du coup, je suis désolée, j'ai loupé toute une partie de la discussion, donc peut-être que voilà, je vous laisse continuer. Je ne sais pas trop où vous en étiez. On évoquait les conditions aussi d'efficacité d'un déploiement, l'importance de relever des indicateurs d'efficacité sur justement tout ce panel de solutions mis en œuvre. Donc ça avait été une nécessité qui a été mise en avant. D'ailleurs, Maëlène Loire, dans les questions et réponses, nous précisait qu'il existait donc des indicateurs qui ont été des indicateurs d'efficacité standardisés sur les SFN qui ont été créés par l'UICN. Voilà, donc il faudrait, sur différents milieux confondus, peut-être aussi une question à creuser. Patrick, a priori, voulait répondre à cette question. Je vais le laisser embrayer directement. Oui, merci. Oui, alors effectivement, les standards de l'UICN existent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que c'est un terme qui a fait florès et qu'on a adopté finalement pour désigner un certain nombre de suggestions qu'on propose pour la gestion du trait de côte. Mais ces standards restent globaux, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à tout type de solutions faisant appel aux écosystèmes pour tout type de problématiques. La première caractéristique d'ailleurs de ces solutions fondées sur la nature, c'est qu'elles doivent solutionner quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'elles répondent à un besoin, à une problématique de gestion, à un besoin de la société humaine, et en dehors de la valeur intrinsèque de ces espaces naturels. Et de ce côté-là, on peut dire que ce qu'on promeut à travers des appels à projets comme ceux de ANED CEREMA, le ministère ou Adapto, ce sont effectivement des solutions fondées sur la nature, à ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles s'adressent véritablement à des problèmes de société, donc la gestion des aléas littoraux, et elles font appel au fonctionnement naturel des milieux. En ce qui nous concerne, c'est le fonctionnement des présalés, le fonctionnement des dunes, etc. Et donc, ce que disait Amélie, me semble-t-il, c'était qu'on avait besoin de définir des critères plus spécifiquement liés à la fonction de gestion de ces aléas littoraux, et ce qui n'est pas à la fonction des standards globaux. Mais voilà. Après, il y a sans doute aussi quelques indicateurs qui existent sur ces éléments liés aux solutions fondées sur la nature, sur les risques côtiers, mais qui nécessitent peut-être aussi d'être adaptés au contexte, en tout cas de mise en œuvre locale, et au contexte francophone, français, pas que francophone, désolé, français, puisque certains de ces éléments et ces critères d'évaluation sont finalement orientés de manière un peu globale. Et quand on avait pu en regarder certains pour les utiliser donc, dans un contexte français, on se rend compte qu'il y avait des éléments d'adaptation à faire. Pour l'instant, on n'a pas encore d'autres questions qui apparuent. Moi, je voulais vous poser une question quand même à tous les trois, qui est celle du temps. C'est le premier élément que j'ai mis en exergue, et c'est quelque chose qui est ressorti a priori dans tous les ateliers, avec des notions de temporalité qui sont quand même différentes, mais qui peuvent être contraignantes. C'est-à-dire qu'on a une action publique qui est contrainte par un temps, qui est celui des mandats, qui est celui des programmes d'action, qui est celui des projets, des temps de financement ou des appels à projets. Et on a des conditions d'efficacité qui apparaît pour la mise en place de solutions fondées sur la nature, en tout cas celles qui sont en train de se mener actuellement, qui est celle du temps long et de l'accompagnement, et certaines fois du temps de changer même les projets en cours de route. Et je voulais savoir quelles pistes on a pour aller vers peut-être ce temps plus long, tout en gardant en compte justement les contraintes de tous les autres éléments qui invitent à aller vers le temps court et le temps plus rapide. Je ne sais pas qui veut parler d'abord.
Et Charlotte, je crois que pour réactiver ta parole, il faudra que tu lèves la main parce que je dois pouvoir le faire. Voilà, tu ne peux pas réactiver le téléphone toute seule. Je me lance. C'est vrai qu'au Saint-Rémy, on essaie de se dire qu'il faut travailler sur les différentes temporalités, mais dès à présent et en même temps. C'est-à-dire de ne pas se focaliser que sur le temps court ou se dire on traitera le long terme plus tard. Voilà, je pense qu'il faut dès à présent se dire que les mesures qu'on prend, les décisions qu'on prend, elles sont valables effectivement pour le temps court, mais elles seront aussi efficaces pour le temps long. Par contre, il est évident aussi que, comme tu le dis, l'efficacité des mesures s'appréhende aussi à différentes échéances. Je vais juste prendre un exemple. On a parlé d'analyse coût-bénéfice et d'analyse community-critères pour les solutions fondées sur la nature. On est un petit peu bloqué aussi par les critères économiques derrière, c'est-à-dire que concrètement, aller sur des analyses coût-bénéfice au-delà de 50 ans, c'est pas possible. Enfin, actuellement, les outils ne nous permettent pas de se projeter à de plus grandes échéances, alors qu'on sait pertinemment que les solutions fondées sur la nature deviennent largement bénéficiaires au bout d'un certain temps. Donc, on a aussi des problèmes, j'ai envie de dire, techniques. Et c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être aussi un petit peu essayer de s'en affranchir. Il ne faut pas essayer vraiment de faire toujours rentrer les cases de solutions fondées sur la nature. Et donc, là, où je veux en venir, c'est qu'on est par contre certain que ce sont les solutions d'avenir. Donc, on est certain que les mesures prises en urgence, l'urgence est très mauvaise conseillère, hein, on veut quelque chose de visible immédiatement pour intervenir, peut-être, mais le problème, c'est de faire des erreurs et qui, par contre, vont être durables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a implanté un ouvrage, etc., avant qu'on fasse accepter le démantèlement d'un ouvrage, on est encore dans un autre problème psychologique là aussi. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'acceptation d'une solution fondée sur la nature, mais il y a aussi le temps d'acceptation de supprimer des ouvrages. Et donc, ne pas en rajouter, ne pas en construire, c'est aussi éviter, j'ai envie de dire, ce changement de paradigme qu'on essaie de prôner. Donc, pour nous, voilà, l'idée, c'est qu'à partir de maintenant, quand on veut investir dans des solutions de protection, on tienne compte de l'ensemble des temporalités et de les répercussions que ça va avoir à l'avenir. Et alors, cette notion de temps, elle est effectivement centrale et il y a plusieurs temporalités qui s'entrechoquent. Donc, c'est ce qui la rend complexe. Au-delà de ce qui a déjà été dit, si je rebondis déjà sur la notion de retour sur investissement, c'est-à-dire à quelle échéance un aménagement est-il amorti ou rentable? On s'aperçoit aujourd'hui que pour un investissement de type privé, hein, soit de construction de logements ou de construction liée à une activité économique, un restaurant ou des bungalows d'hébergement, en fait, la période d'amortissement est assez courte. Elle est de 15 ans. C'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à investir dès lors que d'ici 15 ans, ils ont peu de chances d'avoir un problème. Et lorsqu'on fait des prévisions effectivement à 2050, donc de l'ordre de 30 ans, et même au-delà, puisque la question du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, on sait qu'on n'est qu'au début, forcément, on est au-delà de la période de retour économique et donc il n'y a finalement pas de problème pour les acteurs économiques. Ce n'est pas un problème d'investir dans une zone à risque dans 30 ans. Ça, c'est une vraie difficulté. Alors, sur le temps, moi, je dirais aussi qu'on a besoin d'évoquer et de donner à voir ce que sera le littoral de demain, soit par des méthodes de prospective, soit par ce qu'on a beaucoup utilisé, nous, c'est la représentation paysagère, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer ce que sera le paysage de demain en fonction des différentes options qu'on peut prendre aujourd'hui. Ce qui permet quand même d'avoir un débat un peu plus serein, parce que finalement, les gens se représentent les choses. Le paysage est quelque chose d'assez accessible à tout un chacun.
il n'y a pas de bataille d'experts autour du paysage, c'est plus accessible. Et de ce fait-là, le débat peut s'instaurer relativement sereinement. Et puis, il y a aussi le temps de réfléchir ensemble, de partager et de convaincre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une démarche de gestion souple, il faut avoir 5 ans devant soi. Et c'est bien si en 5 ans, finalement, on a pu explorer différents scénarios, les confronter et en choisir un. C'est le temps aussi des grands documents d'aménagement, hein, d'un PAPI, etc. Et l'enjeu, c'est aussi d'essayer de limiter ce temps de réflexion parce que il peut arriver aussi des événements un petit peu brutaux, hein, des tempêtes qui, eux, par contre, changent la donne à chaque fois. Et pourtant, on a besoin de temps parce que quand on veut aller trop vite, on n'y arrive pas non plus. Donc, faut être assez, disons, patient et y aller petit à petit. Comme disent les Charentais, avancer lentement mais sans jamais reculer. Et on peut peut-être y arriver. Oui, effectivement. Donc, je pense que comme ce qui a été dit, sur les solutions fondées sur la nature, il faut vraiment s'inscrire dans une dynamique sur le long terme. Ce qui n'empêche pas de commencer aujourd'hui et voilà, des expérimentations sur les territoires, de voir ce que ça donne à court terme également, et de réfléchir aussi à comment poursuivre ces expérimentations dans quelques années, parce qu'en général, ces expérimentations sont lancées dans le cadre d'appels à projets qui ont une durée limitée. Et voilà, moi, je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais effectivement, il faudra réfléchir à comment poursuivre ces dynamiques dans les territoires qui sont lancées aujourd'hui, qui vont, pour certaines, arriver bientôt à leur terme d'un point de vue financement. Et voilà, comment les poursuivre pour poursuivre la dynamique sur le moyen, voire long terme. Hop, on n'entend plus, ça a recoupé. Charlotte, je crois qu'elle ne nous entend plus du tout non plus. Bon, on va essayer de retrouver encore une fois Charlotte. Il y avait donc, on va interrompre et reprendre, sachant qu'il y avait une question qui lui était dédiée en plus. Je vais en profiter pour passer donc quand même à Amélie et Patrick une question qui revenait de Gonéry le Cosané. Et puis on pourra demander aussi à Olivier si à un moment il souhaite intervenir sur ces éléments d'indicateurs d'efficacité qu'on évoquait tout à l'heure, avec peut-être aussi quelques pistes du côté du praticien, puisque Olivier fait partie du BRGM, il accompagne le conservatoire en tant que bénéficiaire associé dans le projet Adapto, sur les suivis et les modélisations mises en place sur les territoires. Donc, je vous donne la question de Gonéry, qui était de savoir si, alors qu'une question très, très particulière, mais s'il existe des comparaisons des bilans carbone liés aux solutions fondées sur la nature ou aux solutions grises, ces solutions d'ingénierie plus dures, classiques. Voilà, si on a des indications là-dessus. Alors c'est une question un peu spécifique, je vais vous laisser y parler, et puis si Olivier veut intervenir plus tard, et on tente de retrouver le ministère. Je ne sais pas si on peut avoir des critères ou des indicateurs globaux, standards pour chacune des techniques. Hein. À mon avis, ça s'appréhende vraiment au cas par cas. Et par contre, ça peut être dans un choix justement à faire, une sorte de stratégie de territoire où on va choisir une méthode de protection, d'avoir un des critères qui évalue justement cet impact carbone, et pour lequel on sait très bien que les solutions fondées sur la nature seront largement mises en avant par rapport à des techniques effectivement plus grises. Et après, c'est vraiment à évaluer localement, parce que même en rechargement de plage, tout dépend d'où vient le sédiment qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est une ressource locale? Est-ce qu'elle vient de plus loin? Est-ce qu'on va devoir aller prélever et où? Donc, je veux dire, c'est pas
c'est pas une question on peut pas répondre comme ça spontanément et de manière universelle, mais par contre, je pense que ça fait partie justement des critères qu'il faudrait qu'on mette sur la table pour pouvoir examiner l'ensemble des possibles en termes de protection. Oui, moi je dirais que, alors on essaye d'intégrer ces indicateurs-là dans l'analyse multicritère, mais je dirais que lorsqu'on fait une expérimentation, c'est toujours à échelle quand même assez réduite et que l'impact en termes d'atténuation va être assez localisé et donc pas extrêmement déterminant, même si c'est un critère qui est quand même important à titre disons, de prise en compte il faut être cohérent dans les politiques publiques et donc le fait d'avoir des solutions qui soient meilleures en termes de captation de carbone, c'est quand même toujours préférable, même si l'enjeu est quand même limité. Sur ce qui concerne les solutions fondées sur la nature, sur le littoral, on sait que les mangroves, les présalés sont des puits de carbone quand même assez efficaces. Mais encore une fois, je pense que l'impact sur une analyse coût-avantage restera assez limité. Merci. Merci Patrick. Olivier, est-ce que tu veux intervenir maintenant ou est-ce que je repasse la parole à Charlotte pour, Je vais ajouter une question pour le ministère. Je préfère qu'elle y réponde. Je pourrais ajouter des choses après si nécessaire. Merci. D'accord. Charlotte, est-ce que c'est bon maintenant, sachant qu'il y a une question en plus qui t'était destinée via le module de questions-réponses concernant les ateliers de territoire et derrière les tests, les expérimentations d'outils qui peuvent y avoir lieu aussi sur donc, les politiques publiques pour derrière des résultats. Je suis désolée, j'ai pas suivi la conversation que vous avez eue. J'ai eu un problème de son et de connexion. Du coup, la question, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Il y a une question qui est une question qui est posée, qui était spécifique, qui est liée aux ateliers de territoire, qui rappelle que le rôle des ateliers de territoire est de faire remonter les freins et d'expérimenter des outils et des politiques sur les territoires dans lesquels ils ont lieu, pour pouvoir derrière adopter des nouveaux outils, des nouvelles réglementations qui permettent ensuite peut-être de s'appliquer plus globalement. Et la question qui était sur laquelle on réfléchissait tout à l'heure était celle du temps. Comment articuler le temps nécessaire à la mise en place des solutions fondées sur la nature avec les autres temporalités, notamment le fait qu'actuellement on soit plutôt pour leur implémentation sur des projets, donc avec une temporalité courte. Comme c'est aussi des éléments qui sont liés à des mandats, qui sont la compétence des collectivités. On est lié au temps des mandats. Et par contre, on a besoin souvent de temps long pour pouvoir mettre en place ces expérimentations, relever leur efficacité et les faire accepter. Oui, alors sur la temporalité, du coup, je partage tout ce qui a été dit sur le fait que c'est important de s'inscrire dans une dynamique longue. Après, ça n'empêche qu'on peut dès maintenant et dès à présent, il faut pouvoir expérimenter ce type de solutions dans les territoires pour mieux les connaître et mieux les faire partager aussi dans les territoires littoraux. Après, c'est vrai que bien souvent, les expérimentations en cours, elles sont menées dans le cadre d'appels à projets qui ont une durée limitée. Certaines, en tout cas pour ce qui concerne l'appel à projet du ministère, il va se terminer donc en 2024. Pour d'autres projets aussi, on est plutôt sur du court terme, mais bien sûr, il faut réfléchir dès maintenant à comment poursuivre ces dynamiques dans les territoires à moyen et long terme pour pouvoir en tirer des enseignements aussi sur le moyen et long terme, puisque ces solutions, l'efficacité de ces solutions se verra aussi et surtout sur le moyen et long terme probablement. Mais j'ai pas la solution aujourd'hui, mais bien sûr, il faut y réfléchir dès maintenant pour pouvoir poursuivre les dynamiques et que ça retombe pas. Il y a déjà un gros travail qui est en cours. Il faut absolument continuer
Et voilà, c'est important. Après, je me posais la question de l'articulation aussi avec le projet Life Artisan qui est porté par l'Office français pour la biodiversité, qui est un projet qui est quand même sur 8 ans. Donc, il va aussi jusqu'en 2027. Donc, c'est pas mal. Je pense que c'est important, même si les territoires littoraux sont peu représentés finalement dans les sites pilotes de ce Life Artisan. Je pense que c'est important de valoriser les expériences qu'on a dans le Life Adapto, dans l'appel à projet porté par le ministère, dans l'appel à partenaires porté par le CEREMA et l'ANEL, de le valoriser aussi dans le groupe de travail littoral de ce Life Artisan, pour essayer de croiser aussi les expériences qu'on a dans nos différents types de démarches, essayer d'en tirer des enseignements intéressants, parler aussi de la question des financements, pour essayer d'avoir une ingénierie financière un peu plus simple à l'avenir sur ces solutions fondées sur la nature, parce qu'aujourd'hui, les montages financiers ne sont pas toujours évidents. Voilà. Et s'inscrire un peu plus sur le long terme et pouvoir bénéficier aussi de l'animation au niveau régional qu'il y a dans ce Life Artisan pour essayer de faciliter la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans les territoires. Et faciliter l'intégration de ces solutions dans les différentes démarches de planification territoriale. Si je peux essayer de prolonger la question là, qui était adressée à Charlotte sur la question des freins auxquels sont confrontés les élus et est-ce que les appels à projets actuels finalement ont comme objectif de les recenser et d'essayer d'en tirer un certain nombre d'outils pour les dépasser tout simplement, et qui peuvent peut-être être des évolutions, des innovations dans certains aspects des politiques publiques, parce que à questions nouvelles, solutions nouvelles. C'est plutôt intéressant effectivement de se demander quelles sont les difficultés pour des élus qui, de plus en plus nombreux maintenant, s'intéressent à ce type de solutions et pour les mettre en œuvre, à quoi ils sont confrontés et est-ce qu'on a les réponses est-ce qu'on peut penser que cet appel à projet, par exemple celui du ministère, va essayer d'articuler ce que l'on constate, les retours qu'on a sur ces expériences, avec des propositions de mesures spécifiques. Alors, la question ne comportait pas d'exemple sur le type de difficultés auxquelles il faudrait répondre. Donc, je ne m'avancerai pas dessus, mais... Non, bien sûr. Après, dans les projets qui sont portés, qui sont soutenus par le ministère, il y a aussi des projets qui sont portés par des collectivités. Donc, c'est là où c'est intéressant de les soutenir, de voir ce qui marche moins bien, pourquoi ça marche moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour faciliter la mise en œuvre de ces solutions dans les territoires. Alors, bien sûr, sans forcément dire que ce sera forcément la solution à la solution miracle au problème de recul du trait de côte et aux effets du changement climatique, bien sûr, mais c'est à adapter à chaque fois au niveau des enjeux dans les territoires. Mais oui, l'idée de cet appel à projet, c'est de communiquer, faire connaître ce type de solution, essayer de montrer dans quel cas ça fonctionne, dans quel cas ça fonctionne moins, et puis essayer de faciliter la mise en œuvre de ces solutions, pour que les élus aussi, pour encourager le déploiement de ces solutions dans les territoires, y compris par les collectivités, bien sûr. Merci. Je vais faire deux annonces. On me propose de continuer un petit peu plus longtemps la discussion. Donc la fin était initialement prévue à 16h. On propose de déborder jusqu'à 16h10 pour pouvoir permettre aux intervenants de développer un petit peu plus les éléments qui sont à dire. Donc si vous voulez partir, on continuera à mettre à jour la page internet du web forum sur notre site avec les éléments. Et sinon, on vous invite à rester quelques minutes de plus. Et on va aussi vous partager les résultats du sondage qu'il y avait tout à l'heure, donc sur les questions qui avaient été posées aux différents sous-groupes de la dernière fois, ce que vous identifiez comme action principale à mener. Et donc sur la première question,
On voit donc ce qui est ressorti un petit peu plus avant, même si les éléments étaient partagés, c'est le fait d'accompagner les territoires littoraux dans des stratégies qui sont des stratégies multiples, ne pas aller justement vers ce paradigme unique. Alors, on pouvait mettre ça en débat, puisque se concentrer sur les solutions fondées sur la nature, c'est aussi une manière d'augmenter le plaidoyer et de ne pas se disperser. En tout cas, donc, accompagner les territoires sur la mise en œuvre de politiques mixtes dessus. Sur la deuxième question, qui concernait l'impact des incertitudes, c'était donc celle de travail. Ce qui est ressorti en premier, c'est d'abord d'avoir un ensemble de sites ateliers à suivre sur le temps long, justement, pour vraiment mieux connaître les mécanismes. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est finalement de travailler justement sur l'acceptation sociale peut-être de cette incertitude, et aussi son acceptation qui peut être réglementaire, travailler sur des aspects de culture du risque, notamment. On voit qu'on doit avoir beaucoup de Charentais ou de Normands, ou en tout cas de gens qui ont l'habitude de travailler dans des éléments assez difficiles sur le littoral, puisqu'à la question sur laquelle on posait vers quel devait être un petit peu la stratégie, enfin la priorité d'action du Conservatoire du littoral en termes d'intervention ou de laisser faire, eh ben, vous nous dites que ça dépend des situations. Je pense qu'on peut être assez d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas d'élément vraiment principe fort qui est ressorti. On peut aussi avoir des principes forts. Et enfin, à la dernière question, donc, qui était celle de comment le conservatoire peut participer, et quelle action en tout cas principale il doit mener pour participer à le développement des solutions fondées sur la nature dans la gestion des risques côtiers. Ce qui ressort plus en avant, c'est faire la preuve par l'action en augmentant le nombre de sites d'expérimentation, mais les autres résultats sont quand même importants, que de vraiment juste contribuer à cette méthode, au développement de cette méthode. Alors, c'est quand même quelque chose sur lequel moi j'aimerais bien entendre les intervenants, les réponses à cette dernière question, parce que c'est un petit peu ça repose la question des priorités à mener dans les prochains temps. Et donc on voit que ce que vous nous indiquez plus particulièrement, c'est faire la preuve par l'action, faire la preuve de la possibilité en augmentant le nombre de sites, et un peu moins sur les aspects méthodologiques, donc qui soient sur le comment faire ou quels sont les bénéfices de faire. Et j'aimerais bien peut-être une réaction des intervenants sur ces éléments que vous nous avez indiqués. Effectivement, c'est intéressant en termes de résultats, mais je pense que surtout, il va falloir y aller de manière collégiale et lier des partenariats là-dessus, parce que je laisserai bien sûr Patrick préciser, mais pour le conservatoire, je ne sais pas si vous pourrez indéfiniment multiplier les expérimentations, investir dans le suivi, parce que ce qu'on a aussi beaucoup dit, c'est que c'était pas juste faire une expérimentation, c'était la suivre, et notamment sur du long terme. Donc, je pense qu'il y aura quelque part aussi une question de priorisation d'action, notamment du conservateur, mais bien sûr, je ne m'engage pas là-dessus. Mais par contre, nouer des partenariats et faire en sorte que l'action initiée par le conservateur puisse se démultiplier sur d'autres sites, qui soient suivis et que du coup, au global, on puisse en tirer une expérience nationale, je pense que ça serait effectivement très important. Mais bon, je laisse Patrick préciser. Oui, alors ça me paraît effectivement assez intéressant de voir qu'il y a plus d'appétence, disons, pour l'expérimentation de terrain que pour les éléments météorologiques. Nous avons commencé par faire des expériences de terrain parce que nous n'avions pas de méthode. Donc, en gros, il était un peu délicat, même prétentieux de proposer des méthodes alors qu'on n'avait jamais fait. Et on reste persuadé que c'est plutôt en se confrontant à la réalité qu'on arrive à faire progresser la connaissance et l'expérience, d'autant que
sortir des généralités, c'est ce à quoi on doit s'attacher en 2022, c'est essayer de monter en généralité les différentes démarches qui ont été menées. Ce n'est pas toujours évident, ça reste, et on voit bien que ça ne reste pas forcément la priorité pour tout le monde. Mais je pense aussi que si on y parvient, ça aura son sens aussi, ça aura son utilité, parce que peut-être que le fait de le montrer, de l'expliquer, donnera à voir, alors quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre d'un peu de la théorie et de la promesse. Donc, je pense qu'on peut fonctionner un peu sur les deux pieds. Au fur et à mesure qu'on engrange des expérimentations, eh bien, on essaie d'en tirer un certain nombre d'enseignements plus transversaux qui alimentent la méthode. Et cette méthode, elle servira à un moment donné. Mais tu as raison, Amélie, tout ça est aussi une question de moyens, c'est-à-dire qu'il faut être capable de... c'est quand même un investissement assez conséquent hein, de lancer des expérimentations de ce type-là. Mais je pense qu'on a véritablement envie de pouvoir les poursuivre, celles qui existent, et d'en initier des nouvelles. Si on en a les moyens, on le fera de toute façon, peut-être encore plus prioritairement que, d'autant plus qu'on aura déjà consolidé des aspects de méthode, parce que finalement, ça sera aussi une première référence sur laquelle on pourra réinterroger. Enfin, ce ne sera pas l'étape de la loi, hein, ce sera simplement une contribution. Oui, et puis c'est vrai que c'est là où c'est important en fait de croiser les différentes démarches qui sont en cours, parce qu'il y a quand même pas mal d'expérimentations là qui sont menées dans les territoires littoraux, à la fois portées par le Conservatoire du littoral, par le ministère ou par le CEREMA et l'ANEL. Et donc c'est là où c'est important de partager ces expériences, pour ensuite pouvoir développer des outils qui seront d'autant plus pertinents en fonction des spécificités des différents territoires aussi. Voilà. Et puis oui, le conservatoire n'aura pas les moyens d'aller probablement d'expérimenter ce type de solution dans tous les territoires littoraux. Il les aura nécessairement, puisque le contrat d'objectif avec l'État nous demande de d'étendre, mais oui, pas partout non plus. Ce qui est important, c'est que le conservatoire était en pointe et vraiment initiateur de la démarche. Et c'est vraiment en ce sens où je pense qu'il faut que ça soit disséminé et repris par d'autres acteurs. Que le conservatoire continue d'expérimenter, c'est important, mais je pense que seul, ça ne va pas être possible. Et c'était un peu le sens de ma remarque sur les moyens. C'est vraiment de créer un collectif pour embarquer avec vous, avec nous, voilà, des territoires volontaires, quoi. Oui, et puis c'est vrai que les territoires, à travers des papilles ou à travers d'autres démarches, peuvent évidemment avoir des idées et elles seront d'autant plus intéressantes, je dirais, enfin plus applicables qu'elles n'auront pas été apportées par quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est susciter aussi des démarches endogènes. Alors, il y avait une question d'ailleurs qui avait été posée, c'était finalement qui décide sur ce genre de questions, et j'aurais envie de répondre que c'est de plus en plus la société civile. C'est de moins en moins les techniciens et voire même les élus, parce que finalement, on s'aperçoit qu'un certain nombre de projets qui ont été montés dans les règles de l'art avec les services de l'État, les services des collectivités, les élus, les délibérations qui vont bien, les financements qui vont bien, finalement se heurtent aussi à des oppositions de la population concernée, des usagers, des habitants, des voisins. Et donc, plus que sur d'autres sujets, on s'aperçoit qu'il est nécessaire, indispensable, d'associer non pas que les représentants de la population ou des usagers, mais les gens eux-mêmes. Et chose qui est quand même relativement rare sur les projets d'aménagement en général. On évolue dans des sphères techniques et administratives et politiques. Et donc là, sur les projets de gestion du trait de côte, je pense qu'on est vraiment... Enfin, il faut intégrer dans les processus la discussion avec ce qu'on appelle la société civile.
Avec une petite difficulté quand même que je signale, c'est que lorsqu'on associe la société civile au projet, tant que c'est des projets, ça n'intéresse personne. Vous pouvez faire autant de réunions publiques que vous voulez, les gens ne sont pas là. Ils ne se sentent pas concernés. Par contre, le jour où vous allez faire les travaux, là, oui, ils vont se sentir concernés. Donc, c'est pas si facile que ça. C'est très vertueux de dire qu'il faut associer tout le monde, mais en fait, ce n'est pas si évident. Je profite juste aussi de dire que la partie association des parties prenantes fait partie de nos axes de valorisation de notre appel à partenaires gestion intégrée du littoral discuté hier. Et effectivement, sur le littoral, si on veut parler de solutions fondées sur la nature ou de recomposition spatiale, la partie association, concertation, sensibilisation, etc. est vraiment indispensable sur nos sujets. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun si vous voulez dire un dernier mot. Et puis on va, comme promis, on va finir à l'heure, c'est-à-dire juste avec un quart d'heure de retard. Moi, j'ai déjà dit ma conclusion. Je laisse mon temps de parole à Olivier qui n'a rien dit. Moi, je fais pareil et au bénéfice de Charlotte, du coup. Non, bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de réflexion qui sont très intéressants et très riches et qui, je pense, vont nous aider aussi à poursuivre dans cette dynamique voilà, sur les solutions fondées sur la nature. Et voilà, et je retiens aussi le fait que c'est important de continuer ces expériences de terrain et aussi de croiser nos différentes démarches pour qu'on ait plus de retours d'expérience, qu'on puisse aussi développer des outils qui soient adaptés aux spécificités des territoires et voilà, qu'on puisse être plus nombreux aussi à essayer de déployer ce type de solutions dans les territoires. Merci Patrick de me faire donner la parole. Moi, juste une petite conclusion. Vous parlez de temps long et de suivi. Je suis tout à fait. Enfin, je voulais vraiment appuyer ce point-là. On en discute déjà beaucoup dans le cadre de l'APTO avec le conservatoire. C'est qu'il y a des démarches en cours, là, des expérimentations qui ont commencé, mais il faut vraiment, pour pouvoir démontrer leur efficacité, pouvoir les suivre dans le temps, voir comment le milieu va évoluer, comment la végétation, l'habitat va évoluer, la sédimentation, et puis comment ces habitats peuvent réagir à des événements extrêmes. Si une zone dépoldérisée subit une tempête forte, que enfin, voilà, l'habitat est abîmé et altéré, il faudrait que les suivis nous montrent, soient capables de nous apporter des informations sur la temporalité de retour à la normale, à un état initial de ce milieu. Et quand on aura plus d'informations, quand on sera capable de donner toutes ces informations et de les montrer à la population et aux élus, je pense qu'on pourra plus facilement montrer l'intérêt de ces solutions et les mettre en pratique sur les territoires. Et je vous remercie. Bon, je vous remercie tous pour votre participation, en tout cas aussi cet appel au collectif qui a été fait. Comme on parle aussi de territoire, je pense que sur une prochaine fois, il faudra aussi qu'on associe plus fortement qu'on a pu le faire cette fois les représentants des territoires, que ce soit l'ANEL qui participe à l'appel à projet avec le CEREMA, peut-être aussi la DCF qui représente aussi les GEMAPiens, Rivage de France, qui représentent les gestionnaires du conservatoire, en tout cas tous ces représentants des territoires dans ces projets. Voilà, donc je vais vous proposer d'arrêter là, remercier les intervenants d'aujourd'hui et des fois dernières. De mon côté, je veux remercier aussi mes collègues du conservatoire, et notamment Émilie, Florence et Anne, qui ont beaucoup œuvré derrière sur ces 3 premières sessions du Web Forum Littoral, et vous souhaiter une bonne suite d'après-midi à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée.